L'expérience la plus complexe, tragique, excitante de ma vie, tout en même temps. Querelleuse, querelleur, bienvenue. Aujourd'hui, pour Regard Croisé, je vais à la rencontre de l'auteur de bande dessinée, Didier Tronchet, maître de l'absurde et de la dérision. Lu au cœur de mon adolescence, Raymond Calbut, Jean-Claude Tergal ou encore Houpland m'ont ouvert les portes de l'humour noir et elles ne se sont plus jamais refermées depuis. Dessinateur et scénariste primé de nombreuses fois à Angoulême, il touche à toutes les disciplines qui lui permettent d'exprimer ses talents de raconteur. BD, one-man show et même cinéma avec le film de 2002, Le Nouveau Jean-Claude. Dans cette interview, il nous livre sans langue de bois son parcours, sa cinéphilie et cette expérience derrière la caméra à la fois excitante et douloureuse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et recommander la chaîne Querelle à vos amis. Et restez bien jusqu'à la fin pour la confidence post-générique. Est-ce que tu te souviens de ton premier dessin rémunéré? Ouf, c'est pointu. Alors là, parce que j'ai tellement gagné d'argent depuis avec des dessins formidables que le premier dessin minable payé minablement probablement, je crois que c'était dans un dans un magazine à l'époque où j'étais à Lille qui s'appelait Roubaix Magazine. Tu vois à peu près ce que c'est Roubaix Magazine? Oui. Non, mais c'est comme Paris Boom Boom ou c'est... Déjà, c'est Roubaix Ville Lumière, hein, je te rappelle. Donc, j'imagine à l'époque un magazine local. J'ai aucun souvenir de ça, mais comme je gardais au début précieusement, pieusement mes dessins, en sachant pas quelle allait être la suite de ma carrière et à quel point elle aurait été phénoménale, quoi. Je le dis tout à En fait. toute humilité. Oui, non, mais bon, pas non plus mentir, hein. Donc, j'ai gardé à l'époque tous mes dessins. Je me souviens d'avoir gardé celui-là. Oui, c'était sur l'insécurité à Roubaix, genre de sujet voilà, qu'il fallait que j'illustre et tout. Donc j'avais fait une vieille bonne femme emmitouflée dans avec des vieilles bottes pourries, puis qu'il y avait deux pauvres petits chiens, puis qui disaient oui, on multiplie les patrouilles dans le secteur pour plus de sécurité. Voilà. D'accord. Et je te Et... demande pas de rire non plus. non, non, non. Mais du coup, quel était l'élément déclencheur à ce moment-là? Pourquoi tu dessinais pas avant? Enfin, tu te faisais pas payer pour le dessin et tout à coup, c'est devenu ta source de revenus. Ça s'est fait progressivement, mon basculement. C'est-à-dire que je n'ai jamais pensé véritablement être dessinateur. Très honnêtement, je ne le pense pas toujours. Je pense qu'il y a une part d'escroquerie chez moi qui me plaît bien. J'aime bien être escroc. J'aime bien le côté gentleman cambrioleur. Voilà, pour le graphique. Et d'ailleurs, parenthèse, c'est pas un problème de pas être un dessinateur dans la bande dessinée. C'est pas ce qu'on demande à la bande dessinée. On demande à être un raconteur d'histoire en images, un peu comme je me définirais plus modestement, comme on me connaît maintenant. Et donc, je ne pense pas que j'étais sûr de faire une carrière là-dedans. Donc, j'y suis allé modestement au début. Et effectivement, c'était pas payé, mais c'est-à-dire je faisais mes véritables débuts dans la bande dessinée, c'était dans mon propre journal. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais journaliste et j'étais rédacteur en chef d'un journal d'information culturelle locale à Lille, voilà, ce qui donnait les cinémas, qui donnait les théâtres et tout ça, ce genre de choses. Et sous mon vrai nom d'ailleurs, mon identité pour mon banquier et pour ma mère. Et puis j'avais proposé à moi-même, qui l'a accepté assez facilement, un petit strip par journaux, par parution. Et en fait, j'ai dû prendre un pseudo, c'est l'origine de mon pseudo, afin de ne pas quand même avoir trop de confusion entre le type qui était rédacteur en chef et qui en plus faisait le strip de fin du journal. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça. Donc la question de la rémunération, est-ce qu'elle se pose? Disons que j'étais rémunéré comme rédacteur en chef, et on peut dire que ça a englobé le côté dessinateur, mais ça n'était pas spécifiquement l'objet d'un revenu. Et ça me convenait très bien. Je voulais, comme ça, démarrer un peu dans l'anonymat, discrètement, un petit strip, et puis on verrait. Et on a vu. Non, je dis on a vu parce qu'effectivement, c'est ce qui a fonctionné en tout premier. Ça s'appelait Raymond Calbut. J'avais
installé ce personnage à la fin du journal avec cette contrainte qui était la mienne de ne pas pouvoir dessiner les pieds, ni les personnages en pied, ça tenait pas bien debout. Donc j'avais choisi un personnage que je coupais systématiquement là un peu plus bas, comme ça, en plan américain, et qui avait une femme, c'était un retraité, il avait 50 ans, à l'époque, pour moi, 50 ans, c'est l'âge d'un retraité. Alors que maintenant, c'est plutôt l'âge d'un jeune homme, quoi. Et sa femme, que je ne savais pas dessiner non plus, parce les femmes, c'est très dur à dessiner, il faut vraiment être précis, bon. Et donc, elle était toujours hors champ, et c'était une conversation qu'il tenait avec sa femme hors champ, ce qui est un concept intéressant. C'est là où je trouve que la contrainte, comme on dit souvent, nous oblige à trouver des solutions finalement originales. Donc, ce personnage parlait à quelqu'un qu'on ne voyait pas, qui était dans le hors champ, et entretenait un dialogue avec elle, ce qui était très pratique pour moi. Et ça a été le début de Raymond Calbut, un personnage cloîtré chez lui, un retraité, n'ayant comme horizon que sa cuisine, son 2 pièces cuisine, ce qu'il a, pour des raisons qu'on comprend maintenant, que je ne savais pas dessiner les extérieurs. Je dessinais mon propre frigo, ma propre table en formica. Et ce personnage, donc, devait être une espèce de type de l'intérieur. Donc, j'en ai fait un aventurier de l'intérieur, et qui a vécu comment dire, des folies chez lui, avec un imaginaire débridé, d'autant plus que physiquement il était cloîtré. C'est à l'image de la contrainte que tu t'imposes et l'imaginaire qui se déploie pour créer cette BD. Absolument, oui, c'est là où il y a une conjonction. Mais à cette époque, j'ai quand même une trentaine d'années déjà, je ne suis pas un débutant de 20 ans. Donc, c'est toujours un peu, comment dire, on aurait pu imaginer que c'était un gars qui commençait à dessiner, en fait, hein, à voir mes dessins, mais non, j'avais déjà 30 ans. J'avais commencé avant tout à faire du journalisme, et puis c'est là où j'ai basculé, comme je disais, progressivement, puisque ce personnage a fait l'objet d'un album d'un petit éditeur local. On est dans le petit jusqu'à présent, hein. On ne voit pas encore l'éclosion planétaire du projet, mais un petit éditeur local m'en fait un petit album, petit format, bon, voilà, pour tester. C'est son premier album en plus à cet éditeur, comme c'était le mien aussi. Et en fait, cet album qu'il va envoyer à la presse va avoir un gros retentissement dans sa catégorie, hein, et puis va être remarqué, et des éditeurs véritables vont me faire des propositions à la suite de ça. Voilà la belle histoire de conte de fées que j'attendais. Et donc tu dessinais avant? Ça c'était venu. Ouais, tu as toujours dessiné. Ouais, j'ai toujours dessiné avec les interruptions, mais j'ai dessiné très, comme tous les dessinateurs, comme tous les enfants. Simplement, les enfants arrêtent de dessiner, et la différence avec les dessinateurs de BD, c'est que les BD sont des enfants qui continuent à dessiner. Et moi, j'ai pas eu le courage de me lancer là-dedans en me disant je sais ce que je serai dessinateur ou rien. Donc j'ai plutôt choisi rien dans un premier temps, notamment la carrière de journaliste qui me paraissait plus stable. Et puis j'avais un intérêt pour ça aussi parce que Tintin était journaliste. En fait, non, Tintin n'a jamais fait un papier de sa vie. Donc c'est imbécile. C'était chiant d'être journaliste. Donc moi, je l'ai découvert, et au bout de quelques années, je me suis dit c'est plus rigolo de faire de la fiction, et j'ai basculé du côté obscur de la vérité, puisque je ne la racontais plus comme un journaliste avec la nécessité d'être conforme à la réalité, mais avec cet imaginaire qui, à mon avis, est une des voies qui ramène à la vérité. Voilà, c'est un débat plus large, mais en tout cas, j'ai découvert que la fiction et la bande dessinée étaient un moyen peut-être plus pertinent de raconter le réel que le journalisme ne le fait de manière frontale. Est-ce que tu as une case qui t'a marqué dans ton enfance? Si c'est trop précis une case, une planche? Non, j'en ai une. C'est dans le Lotus Bleu. C'est une case nocturne. C'est là où excellait un peu Hergé, dans les ambiances de noir et blanc. Parce qu'au début, le dessiné, notamment dans le Lotus Bleu, tout était en noir et blanc au trait. Donc c'était des valeurs très puissantes, très blanches et très noires. Et il avait dessiné le passage de la mitrailleuse, une espèce de tank qui passait dans la nuit, et c'était des Japonais à l'intérieur, et Tintin devait se cacher pour éviter d'être repris par les Japonais, et on voyait passer dans la nuit
cette mitrailleuse en ombre chinoise. J'étais très frappé par ce dessin parce qu'il m'a montré la suggestion de la bande dessinée, la force de suggestion. Voilà, pas sur le coup, je me suis pas dit ça, hein, évidemment. Mais après coup, je me suis dit pourquoi j'étais aussi impressionné. Simplement parce que le minimalisme des effets produisait un effet maximum. C'est là où est la force de la bande dessinée. C'est qu'avec très peu de traits, très peu d'effets, on peut vraiment obtenir une émotion maximum. Et c'est là où, à mon avis, les dessinateurs réalistes se perdent un peu, je trouve, hein, c'est mon opinion, mais je trouve que c'est dommage. C'est bien, c'est beau, les dessins sont très beaux, ils sont avec tout, il y a tout, le moindre bouton de culotte est là, les uniformes sont formidables, tout ça c'est bien. Le décor est entièrement fait, mais finalement, on voit tout, quoi. Et il faut se rappeler de la scène de Alien à la fin, Alien qu'on voit jamais dans le premier opus. Et la scène de finale est terrifiante parce qu'on sait tous qu'il a réussi à embarquer, tant pis si je spoil, hein, qu'il a réussi à embarquer dans la capsule avec Sigourney Weaver qui est en culotte et qui rend fou tout le monde à cette époque. On sait qu'il est là derrière, mais on ne le voit jamais. Et la puissance de cette image est phénoménale. Là, tu viens de faire un glissement d'un art séquentiel à l'autre, de la bande dessinée au cinéma. Dans ton enfance, lequel primait, lequel t'as tout de suite parlé? Je ne sais pas si l'un plus que l'autre m'a impressionné, parce qu'en fait, à l'époque, j'allais très peu au cinéma. C'était vraiment un privilège énorme. J'habitais dans un petit village où il fallait aller dans la ville d'à côté à pied et pas de bus. Je vais faire pleurer un peu, je vais faire un petit côté, j'aime bien ça. Et donc, on n'allait pas souvent au cinéma avec ma maman. Et, et donc, c'était très valorisé, le cinéma. C'était formidable. C'était on rentrait dans la salle de cinéma, j'en ai un souvenir très précis. Les gens de mon époque, les boomers qui ont détruit la planète, se souviennent, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est juste pour leur balancer un petit coup de pain. J'en fais partie. Se souviennent tous de ces salles de cinéma de mon époque où il y avait un grand rideau rouge qui n'existe plus, qui rappelait le théâtre, et qui se refermait à l'entracte. Il y avait aussi un entracte avec une longue séquence de courts-métrages avant dont on se foutait. Il y avait de la publicité à l'entracte. On s'en foutait de la publicité locale en plus. Pour le coiffeur, tout ça, c'était génial. Après un très long moment, le rideau rouge s'ouvrait et tout ce qui pouvait arriver ne pouvait être que du bonheur. Même si le film était moyen, il avait été tellement valorisé par l'attente. L'attente qui est quand même, pour le désir, le moteur le plus formidable. À l'époque où je faisais montrer du cinéma, des films à mon fils, j'avais une espèce de bibliothèque qui se transformait en salle de cinéma avec un drap et un projecteur. Je l'ai encore d'ailleurs. Et je faisais tout pour valoriser ce moment de cinéma. Moi, je trouve rien de plus triste que ces gens qui regardent le cinéma déjà sur une petite télé, d'une manière un peu interrompue, à tout moment, tu peux te lever, tu peux aller pisser, ou bien tu vas chercher un truc au frigo, ou bien tu parles. Les gens parlent des fois, c'est en regardant des films. Non, moi, je pense que très tôt, je lui ai appris la dramaturgie du cinéma commence avant le film. Et les lumières étaient éteintes. Tout à coup, le faisceau de lumière, fabuleux faisceau de lumière, avec les petits grains de poussière dedans, se projetait sur la toile blanche qui était un drap, mais ça faisait l'affaire. Et le film commençait avec l'introduction et tout ça, les génériques et tout ça. Voilà, moi je pense que c'est important de mettre en scène le film lui-même et cette consommation effrénée dans laquelle on s'est lancé dans les séries ou dans les films à la télé ou autres, nous ont fait perdre ce rituel qui le rend magique, en fait. Hein. C'est ça. Et ce qu'on a perdu pendant cette période de pandémie, c'est précisément ce rituel-là, parce que le cinéma l'a conservé. Netflix, ça doit être l'enfer sur Terre pour toi. Je suis un être complexe. Non, j'essaie de ne pas me laisser enfermer dans les ou bien, être totalement ceci et pas totalement cela. J'arrive à intégrer des choses qui sont a priori contradictoires. J'ai du mal avec Netflix, et comme tout le monde, quand on ouvre le menu, et là, ça rend fou, parce qu'on a une offre tellement démesurée qu'elle fait perdre la valeur de chacun. On n'en aurait qu'un, on serait pendant l'occupation, et on serait dans une cave, et il y a un type qui dirait il reste un film, j'ai un film. On adorerait ça, on l'adorerait déjà, on trouverait formidable. Là, on n'est pas dans une cave, pas dans l'occupation, quoique, mais
Et on a 2000 films qui s'affichent et ça n'est pas possible. Donc ça, c'est effectivement, ça me rend fou, mais pas que moi. Je pense que les gens qui disent on va se voir un film sur Netflix et qui commencent à regarder, ils se disent ah peut-être celui-là, ouais, attends, on voit plus loin, oh celui-là, et puis on rentre dans un truc où il n'y a pas de sortie et au bout d'un moment tout est dévalorisé. Et finalement, on a passé 3 quarts d'heure et on n'a pas vu le film, il est trop tard, on regarde pas et on est malheureux. Donc il y a ce côté-là de Netflix qui m'emmerde. Mais cela dit, il en va de cette plateforme comme des plateformes musicales qui sont aussi phénoménales en tant qu'offre pour quelqu'un qui a, comme moi, acheté avec précaution quand j'avais tout l'argent, je vais refaire pleurer un peu, un seul 33 tours qui coûtait 40 francs. Les gens connaissent les francs? Je sais pas. 40 francs, c'est cher, hein, 40 francs. Hein. Pour avoir un seul disque. Voilà. Et maintenant, je regarde sur les plateformes, ailleurs, je vois l'intégrale de tout, dans tout. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est assez phénoménal et qui pourrait nous faire perdre le sens des réalités. Donc, j'essaie de me méfier de ça, mais néanmoins, c'est un système qui me permet de découvrir beaucoup plus de choses que ce que j'avais pu faire avant. En musique, j'ai écouté 3 trucs, quoi, avec mes 40 balles par mois, qu'est-ce que tu veux. Donc, je n'ai pas pu découvrir beaucoup de musique. De la même façon, les films, il y en a un paquet que je n'aurais certainement jamais vu s'il n'y avait pas Netflix pour me dire, oh, attends, c'est pas grave, c'est pas cher, c'est rien. Et puis, bon, voilà. Donc, c'est le bon côté de cette affaire-là, c'est que et comme de tous les instruments, tous les outils, il suffit de savoir bien les employer. Si on l'emploie avec discernement, on va pouvoir découvrir des choses vers lesquelles on ne serait jamais allé. Voilà. Le paradoxe de l'affaire, la nuance. Si on revient dans ton enfance à l'époque où tu voyais une poignée de films. Eh ben, c'était des comédies. À vrai dire, j'adorais ça. J'adorais ça. Belmondo, alors Belmondo, formidable, tu vas mort de rire tout de suite. Bien sûr, De Funès, bien sûr. Bien sûr, La Folie des Grandeurs, tu vois, j'ai vu ça 1000 fois. Je sais pas s'il faut que je le revoie d'ailleurs. Ou La Grande Vadrouille. Grande Vadrouille qui montre quand même véritablement ce qu'étaient les Allemands, quoi. Là, j'ai appris beaucoup plus qu'à l'école où les Allemands étaient quand même des types un peu ridicules. Je sais même pas pourquoi on a été battus par ces gens, parce que ils dansaient avec des chaises qui retournaient là. Il y en a un qui doit descendre un avion, il a une mitrailleuse et il louche. Donc franchement, ça faisait pas peur. Ça n'était pas les Allemands des camps de concentration. Ça retirait à l'ennemi, aux nazis, tout leur véritable décorum, quoi, qui a fait ce mouvement quelque chose qui est terrifiant dans l'histoire de l'humanité. Donc j'aimais bien le ton de la comédie française et j'adorais ça. À tel point que je ne pensais même pas qu'il y avait un intérêt pour les films hors comédie. Je comprenais même pas pourquoi on allait s'emmerder à regarder un film qui fait peur. Pourquoi pleurer? Parce que c'est plus rigolo de rigoler. Et pourquoi avoir peur? Rien, non. La comédie, toujours. Le cinéma, donc, ça a pris une part importante dans ta vie également. Et je me demandais dans quelle mesure il a influencé ton travail d'auteur de bande dessinée. Ce qui a influencé mon travail d'auteur de bande dessinée, c'est la bande dessinée, tout simplement et directement. Quand je voyais comment des auteurs avec un langage graphique assez limité ou qui n'était pas impressionnant réussissaient à me toucher, à raconter des histoires très puissantes sans être des grands dessinateurs. Je me suis dit, mais il y a la place pour moi, parce que c'est exactement mon cas. Enfin, voilà, je n'ai pas de moyens graphiques. J'ai fait aucune école de dessin. Je ne sais pas faire de perspectives. Mes perspectives ne tiennent pas debout. On n'y croit pas. Il y a un premier plan, et puis l'autre plan, il est à 3 km derrière. Et voilà. L'anatomie, c'est très difficile pour moi. Et puis, j'ai regardé un peu un auteur comme Tardi, et j'ai vu comment sa vision extrêmement simple et ses plans extrêmement simples pouvaient fonctionner sans côté tapageur. Ces personnages, c'était souvent frontal, c'est du gros plan avec du décor derrière, très simplement, et puis un trait réduit à l'essentiel, mais avec quand même du détail. Je me suis dit, c'est pour moi ça aussi, je vais faire Tardi comme métier. Donc, c'est pas tellement le cinéma qui m'a poussé vers la bande dessinée. Est-ce que la question inverse se pose, du coup, comme tu es passé de l'autre côté de la caméra, est-ce que la bande dessinée t'a influencé sur ton cinéma? Ça m'a décomplexé dans la mesure où j'ai senti qu'il y avait un langage commun et en même temps, je me suis aperçu que ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que quand j'ai commencé dans la pratique à rentrer dans l'image avec une caméra et à voir comment je faisais bouger tout ça, il a fallu que j'oublie ces enchaînements de plans fixes
que je faisais, il a fallu que je me mette dans l'idée, dans la dynamique d'une image mobile dont le plan bougeait avec, avec le spectateur et que je ne pouvais pas jouer sur les ellipses comme je le faisais en bande dessinée. En bande dessinée, on est sauvé par les ellipses, hein, dans l'espace entre les deux cases qu'on connaît tous, viennent se glisser tous les événements possibles et la dynamique du récit, elle est là-dedans. Entre deux cases, le personnage, le spectateur a reconstitué la démarche, la course du personnage, a enchaîné les plans et a construit son travelling lui-même. Le cinéma, le travelling, il va falloir le faire, il est compliqué, et il est lourd, et le point de vue on peut pas constamment quitter le plan pour en faire un autre. Il y en a qui le font. Je vois maintenant le cinéma, certains cinémas, c'est des plans de 3 secondes, 2 secondes, complètement épileptiques. Je trouve que c'est pas très bien. Je pense qu'il faut faire confiance à la caméra et au lecteur. Mais en tout cas, la bande dessinée ne m'a pas aidé pour le tournage. J'ai dû vraiment oublier ça. Elle m'a aidé en revanche pour le montage. Là, j'ai retrouvé tous mes réflexes. Au niveau du montage, je me suis dit, ah, mais c'est la même chose. Je vais couper là, je vais reprendre là. Je vais garder ce plan-là et je vais enchaîner par un contre-champ. Je vais mettre des voix off sur un contre-champ où elles n'existaient pas. Je vais venir créer ma petite bulle alors que ces personnages sont de dos. Toutes les tricheries étaient possibles. Et la bande dessinée, c'est l'art de la tricherie permanente. Pour moi, c'est ça. C'est tricher avec l'espace, tricher avec le décor qui existe et puis soudain qui n'existe pas. Mettre sous le spectateur sous emprise, le lecteur sous hypnose, et lui faire croire qu'il a vu des choses. Moi, quand je relisais les Tintins, je me disais, mais dans mon esprit de lecteur, dans le Crabe aux pinces d'or, sur le port, c'était un port grouillant de rats, d'une humanité interlope avec des grues partout, c'était sale, c'était la nuit, il y avait un bateau, c'était des taches de graisse partout, quoi. Voilà, ça c'est mon imaginaire à moi. J'ai revu la case, il n'y a rien de tout ça, absolument rien. C'est tout propre. Il y a les lignes de fuite au sol avec tout propre, comme le dessin d'Hergé le fait. Ça y est, c'est un gars, même un dépôt d'ordures, il va réussir à le rendre propre avec son dessin. Les ordures sont super belles et propres et bien faites. Donc son bateau était très beau, son quai était tout simple. Des déserts en plus, il n'y avait rien, pas un rat, tu penses bien. Donc c'est ça l'art de la bande dessinée, c'est l'art de la suggestion. Le cinéma, beaucoup moins. Le cinéma, non, il faut montrer les choses. Je vois bien comment on veut nourrir constamment l'image, on veut aller mettre nos personnages dans des décors qui sont puissants, qui sont évocateurs. On veut constamment que l'image soit nourrie. Et c'est toute la démarche inverse de la bande dessinée qui veut épurer. Il y a des cinéastes qui épurent, évidemment, mais on se rassure toujours avec une densité dans l'image. Vous hiérarchisez, bien sûr, il faut que les personnages soient au premier plan, mais ce sont des images naturalistes et naturellement, l'œil du lecteur va aller choper les personnages principaux dans l'image et ce sera tout à fait compatible avec un décor très foisonnant. En bande dessinée, le décor foisonnant va entrer en concurrence avec le personnage et va noyer les personnages. Il faut faire un gros travail cérébral de nettoyage sémantique. Voilà. C'est l'enrichissement du cinéma par rapport au récit que moi je pratiquais en bande dessinée, il est évident chez l'acteur. C'est-à-dire que les acteurs, c'est ceux qui vont amener leur part d'humanité, c'est ceux qui vont arriver dans mon histoire avec leur histoire. Chose qui arrive très difficilement en bande dessinée parce que le personnage que je dessine, je sens bien qu'il est en grande partie issu de moi. La mimique qu'il va avoir, c'est les miennes. D'ailleurs, souvent, quand je dessine, je me surprends en train de faire des trucs comme ça parce que je joue le personnage. Et en fait, c'est moi qui le joue, donc je suis pas super acteur, mais c'est pas grave parce que la bande dessinée, c'est l'art de la caricature aussi. Donc ce sont des émotions simples et voilà. Tandis que le cinéma, on va pouvoir rendre les choses plus subtiles et un plan silencieux d'un visage silencieux sera tellement plus fort. Le plan silencieux en BD, ça va être limite, quoi, parce que le personnage, on a déjà la gueule du personnage. Bon, si on met Tintin en gros plan, ça va pas évoquer énormément de choses. Un Tintin inexpressif. Si on met Michel Simon inexpressif, il y a un truc formidable qui se passe déjà. Il y a toute sa gueule à lui, il y a tout son vécu. Voilà, il a amené le personnage. Lino Ventura aussi, tu le mets plein pot dans le cadre là. Ça y est, t'as compris ce qu'il pense, même s'il dit rien. Il a amené son personnage. Lino Ventura, il arrive à la première image. Tu sais déjà qui il est. Tu sais déjà quel genre de personnage c'est en gros.
t'as pas besoin de le planter, t'as pas besoin de l'expliquer. Tu dis, il est là, il a tout amené, ses films antérieurs, sa personnalité. Est-ce que c'est parce que Jean-Claude est incarné par Mathieu Demy qui devient le nouveau Jean-Claude? Non, c'était pas du tout dans le concept. Je sais pas, c'est une fausse bonne idée cette affaire. C'est comme s'il y avait eu un ancien, il y aurait un nouveau. Je dois dire, je peux ouvrir une petite parenthèse là-dessus, que tout était assez raté en termes de communication avec ce film. Pardon, je ne parle pas du film lui-même, que franchement, moi, je revendique encore, même si c'est un film foutraque, c'est un film qui n'obéit pas à des lois de récit, non pas parce que j'ai voulu le transgresser, mais parce que j'ai fait ce que j'ai pu. Mais à l'arrivée, ça faisait un truc bizarre, un objet franchement étonnant. Quand je le revois, il y a des trucs qui fonctionnent pas forcément, d'autres qui fonctionnent bien plus que ce que je croyais. Enfin, j'ai pas maîtrisé grand chose dans les effets. Ceux que je croyais réussis n'étaient pas forcément, et à l'inverse. Donc, tout a été raté. En revanche, dans la communication, le titre est pas très bon, pas bon. À mon avis, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est abstrait. Voilà, quelqu'un qui irait voir ce film pour quelle raison? Ça n'explique pas le contenu. L'affiche était ratée. Et je sais pas qui a dessiné l'affiche. C'était un dessin en plus. C'était pas une bonne idée de faire un dessin de l'affiche. Non, il fallait mettre des acteurs. Le dessinateur, c'était moi d'ailleurs, là. C'est raté. C'était pas une bonne idée de me confier le dessin. C'est le gars de Pathé, là, qui m'a dit, ah bah non, on va faire un dessin, parce que lui, dans son idée, c'est un dessinateur de BD, il va nous faire l'affiche. Les gens de la BD, ils vont venir. Quel raisonnement primaire, quoi. Non, j'ai dessiné un livreur de pizza avec une mobilette. Ça, c'était pas très beau. Et en plus, on comprenait pas que c'était un film. On pouvait penser que c'était un dessin animé. Évidemment. Voilà, le film est sorti le 26 juin, 4 jours des vacances, le jour des quarts de finale de la Coupe du Monde, en pleine Coupe du Monde. Hein. Donc la séance de l'après-midi, rien, personne. La France était encore en lice. Bref, pas du tout de sortie. Et alors, le massacre absolu pour moi, ça a été de sortir le mercredi qui suivait la fête du cinéma. Et à l'époque, la fête du cinéma, c'était quoi? C'était de samedi à mardi. On allait voir tous les films qu'on voulait pour 1 euro. Chaque film coûtait 1 euro. Et pendant 4, on pouvait se goberger de films en payant 1 euro. Et c'était jusqu'au mardi. Et moi, je sortais le mercredi. C'est-à-dire que le lendemain où les gens se sont gavés pour 1 euro, ils auraient payé 10 euros pour aller voir un autre film encore, pas très connu. C'était l'erreur totale, quoi. Bref, beaucoup de choses. La dernière, pas vraiment une erreur, mais la dernière communication difficile autour du film, c'était que le casting est absolument improbable. C'est-à-dire qu'il ne parle à personne. Je répète le casting, c'est Richard Berry, bon, qui a peut-être une étiquette années 70, c'est-à-dire les films des années 70, et qui a survécu, qui a fait d'autres choses formidables, mais on avait à côté de lui Darry Cole, qui lui est étiqueté clairement années 60, qui vient de nulle part. Tu mets Richard Berry et Darry Cole, déjà, c'est quoi? C'est le même film, ça? Tu vas y ajouter Clotilde Courreau. Alors, Clotilde Courreau, qui a joué dans des films un peu d'auteur. 90, du coup, là. Et années 90, peut-être, oui. Il a joué dans Le Pot. Oui. Et tu ajoutes à ça Mathieu Demy, qui était clairement à l'époque un acteur de films d'art et d'essai, d'underground en fait, hein, qui avait cette étiquette-là. Tu mets tout ça ensemble, est-ce que ça parle de quoi, ça? Tu te dis, mais de quoi on parle? Donc ni le titre, ni le dessin, ni l'affiche, ni la date de sortie, ni le casting ne pouvaient inciter qui que ce soit à aller voir ce film, ce qui fait que le film n'a pas été un gros succès. Bon, c'est... Et au départ, on vient te chercher pour faire le film parce que la BD a du succès, ou c'est toi qui as l'idée de transposer à l'écran ton univers? C'est un rêve, j'ai pas eu cette idée tout de suite. Je vais essayer de faire très vite la chronologie. J'apprends que Patrice Lecomte, dans une interview, dit les auteurs de BD, ils devraient proposer leurs albums, que c'est plus facile à lire et c'est drôle, on voit tout de suite et il y a plein de beaux sujets. Parce que lui, c'est un ancien dessinateur. Oui. Je lui envoie donc, je trouve son adresse, je lui envoie Ouplande, qui est une histoire de Noël, voilà, qui est juste derrière, là. Noël obligatoire, Noël tous les jours, bon, une espèce de fantaisie un peu, voilà. Il me répond immédiatement, parce que c'est un gars qui répond, j'ai vu ça par la suite tout le temps, très fidèle, et il adore ça le fait marrer, mais c'est pas pour lui, il pense que ça peut être plutôt pour des genres jeunés, tout ça, des gens qui ont un univers.
Mais il transmet quand même des albums à des producteurs. Les producteurs le voient, ils trouvent ça bien, ils me contactent, ils me demandent d'écrire un scénario. J'ai écrit un scénario. Le scénario circule parmi les réalisateurs. À un moment donné, c'est Emir Kusturica qui doit qui doit réaliser. Non, c'est fou ça. Upland. Ouais. C'est génial. Ouais, en même temps, il aurait fait quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, quoi. Il aurait fait un truc totalement délirant avec des poules et des gitans partout, quoi. Donc, je sais pas si l'album aurait survécu, mais ça aurait fait une genre de traversée de Paris par Costa Rica, quoi. J'ai envie de voir ça, moi. Ah ben moi aussi, bien sûr, bien sûr. Oui, ça aurait déstructuré l'histoire. Ensuite, ça voyage. Bon, et ça revient à Lecomte qui dit ah finalement je vais bien le faire, ça m'intéresse et tout. Ouais. Finalement. Et donc alors là, je te dis le casting, c'est Danny Boone qui joue le personnage principal et c'est Mai Wen qui joue la femme. Tu vois le genre de couple. Donc je m'excite comme un fou là-dessus, quoique j'étais pas sûr de Danny Boone pour le film parce que c'est trop. Il aurait fallu quelqu'un de plus intérieur, quoi. Mais à l'arrivée, le film va se faire, le tournage est réservé, les décors, tout ça, et tout à coup les banques ne croient plus dans le film. Ils commencent à paniquer en se disant mais c'est quoi ce film? De quoi ça parle? On a signé vite parce qu'il y avait le compte, mais en fait on se rend compte que on comprend rien à ce film. De fait, c'est un film un peu étrange pour une comédie française, quoi. Hein. Donc tout est arrêté à 3 mois du tournage et voilà, catastrophe. Ouais. Mais entre-temps, moi, j'avais été en contact avec ces gens, ces producteurs, Epithet Film, qui avait fait le film de Lecomte qui était Ridicule, l'un de leurs gros succès. Enfin, le film n'était pas ridicule, mais il s'appelait Ridicule. L'un des deux vient me voir, à l'époque, je faisais du one-man show au point virgule à Paris, et je pense qu'il a senti quelque chose, parce que en plus, c'est un soir où ça a bien marché, ça aurait pu pas être le cas. Il vient voir le spectacle, et puis après, il me dit, ça te dirait de faire le film. Alors, le film, c'est de quoi? Faire un film, et a priori, le personnage de Jean-Claude que je tenais sur scène et dont j'avais fait des albums et tout ça. Et je lui dis, ça peut m'intéresser, mais ça va me coûter combien cette histoire-là? Parce que... Et là, j'apprends qu'en fait, on est payé pour faire le film. Donc je lui dis, écoute, laisse-moi réfléchir. C'est oui. Évidemment, c'est oui. Donc ça a marché comme ça. Ça marchait pas si vite que ça, mais j'ai commencé à faire un scénario qui est devenu, qui a évolué. J'ai appris ce que c'était qu'un scénario. J'ai travaillé avec eux, avec d'autres. Et finalement, un jour, il a été prêt. Il a bien fait marrer des acteurs, notamment Richard Berry, qui était un peu le type qui a bien déclenché tout. D'accord, c'était l'élément moteur au point de vue financier. Il a adoré le film, et ça l'a bien fait marrer. Il m'a dit, ah ouais, mais pas mon rôle, mais seulement il m'a dit, moi, tout le film me plaît. Et donc, j'ai rencontré, on s'est bien entendu. Et voilà, après, il y a eu des choses complexes. Alors, c'était Paul Vord qui devait jouer le rôle qu'a finalement tenu Darry Cole. Darry Cole, d'accord. Ce qui est étrange, mais ça passait bien, ça marchait bien. Paul Vord me fait rencontrer Clotilde Courreau, qui pense que je suis une vedette de la bande dessinée, parce qu'elle n'y connaît rien en bande dessinée. Et donc, quand même. non, mais je ne suis pas celui qu'elle croyait, tu vois, elle pensait à... Voilà. Et puis je pense qu'elle a dû poser la question autour d'elle, elle a dû tomber miraculeusement sur quelqu'un qui a dit qu'il me connaissait, donc c'était bouclé, c'était bon, j'étais une vedette. Moi je la vois dans un film qui était le Poulpe, je la trouve super dedans, elle est pétillante, elle est marrante, avec la Roussin. Ouais. Voilà, elle est super jolie. Le duo marche super bien. Mais ouais, elle est vachement... J'adore ça, je l'adore tout de suite. Je la vois, on se rencontre, on fraternise tout de suite, vraiment, elle est formidable. Elle est simple, naturelle et tout, et... En plus, moi, je suis un peu présenté par Paul Vord, mais moi, à l'époque, je pensais même pas que Paul Vord était aussi bankable, quoi. Il était venu me voir à Bruxelles, où j'avais joué mon spectacle. Il était dans la salle, parce que je connaissais, bref, de la BD, il me connaissait comme dessinateur, on s'était rencontrés. Il est aussi ancien auteur de BD, je crois. Oui, il est dessinateur plutôt, mais en tout cas très sensible à ça. Il adore, comme moi, Gossens, qui est notre idole à tous les deux. Il vient me voir au spectacle, ça le fait marrer aussi. Voilà, il est gentil, quoi. C'est un brave gars. Et comme j'avais proposé, il me dit bah ouais, je veux bien aller dans ton film. Donc moi, je trouve ça sympa. Au début, je trouve ça sympa. Je me dis ah, c'est marrant de faire jouer les copains, quoi. Et je dis ça au producteur, et les producteurs tombent par terre. Ils me disent mais ouais, mais là, tu mets Paul Vord dedans, t'as ton film, t'as ton casting, et tu as un financement derrière, et tout. Je me rendais pas compte, j'avais pas du tout fait ce calcul. Donc on démarre là-dessus, et puis Paul Vord, après, il fait le boulet, et il a un dégoût pour le cinéma. Il me fait comprendre que non, il va pas faire de film, qu'il veut plus faire de cinéma, qu'il arrête. Tu parles qu'il arrête.
En tout cas, il sort du film, tout ça. Rien n'y fait. Le film manque de s'arrêter. Et puis j'ai cette idée de me dire, ah, ça serait bien si Darry Cole était vivant encore. Et en fait, il était vivant, tout à fait. Et je me suis dit, mais oui, c'est autre chose. C'est un personnage qui donne une autre dimension, avec plus de vécu. Et puis cette ambiguïté dans le film qu'on lui colle sur le dos du début à la fin marchait super bien. C'est une de belles réussites. Je suis allé le voir chez lui. T'imagines, tu m'aurais dit, quand je regardais le triporteur que j'avais 7 ans au cinéma, on m'aurait dit, ce gars, tu vas aller dans sa chambre, tu vois. Et enfin, oui, rien de. Tout s'est bien passé, hein. Et vous allez discuter de ses costumes pour le film que tu vas faire. Oui, j'ai oublié, tu vas faire un film. Moi, tu m'aurais dit tout ça à 7 ans. Impossible, je peux pas aller voir Darry Cole dans sa chambre, quoi. Chez lui, à Neuilly, je me rappelle. Donc voilà, c'était marrant comme toutes ces rencontres-là. Donc je sympathise beaucoup avec ce garçon aussi, Darry Cole, qui est adorable, adorable, adorable. Voilà, donc tout est impeccable pour démarrer le film. Finalement, ça se remet sur les rails. Richard Berry, ouais, il trouve que c'est une super idée. Et voilà, comment se fait l'affaire. Comment se fait ce casting improbable. Ah, j'ai oublié que j'ai dû aussi... L'idée de Mathieu Demy était la mienne. Je l'avais vu dans un film qui s'appelait Quand on sera grand. Un film assez sensible et dans lequel il est bien, il est touchant. Et je me dis qu'il va apporter une touche au personnage qui est une caricature dans la BD, d'humanité, et il va amener une sensibilité. Et puis il sera crédible pour une histoire d'amour. Il aura, voilà, avec ça peut coller, quoi. Et tout de suite, en fait, on t'a proposé de réaliser. Ah, dès le départ, c'était ça l'idée, oui. Oui. Et toi, oui, c'était hors de question de reprendre le personnage, puisque c'est toi qui jouais sur scène. Oui, peut-être qu'à l'époque, dans mon sentiment de toute puissance que j'avais quand j'étais autour de la quarantaine, où je pensais que rien ne me résisterait, parce que j'avais fait dessinateur, puis sur scène, plus d'autres choses comme ça, tout ce que je tentais marchait bien. Je le dis encore une fois, j'ai eu une fenêtre de tir dans ma vie qui était autour de 40 ans, où tout ce que j'ai réussi, tout ce que j'ai fait réussissait à cette époque-là. Donc j'aurais pu être embarqué dans cette folie-là de me dire, mais je vais le faire moi-même. Ça n'aurait pas fonctionné au niveau du budget, du casting et tout ça, du financement. Et surtout, j'aurais pas été capable d'être à la fois derrière et devant. C'est déjà tellement compliqué de maîtriser un film derrière la caméra, d'avoir un œil sur tout. S'il fallait que je fasse attention à un jeu d'acteur. Et puis j'ai découvert aussi que j'étais pas acteur, en fait. C'est pas très bien, pas très bon acteur, non. Je peux faire l'imbécile sur scène, mais c'est pas être acteur, c'est faire du one-man show, quoi. Tu vois bien comment des auteurs de one-man show, des acteurs, ne sont pas des acteurs de cinéma. Il y en a plein. Pour en citer un, Elie Semoun n'est pas du tout un acteur de cinéma. Or, ça marche plutôt bien sur scène. On pouvait se poser la question pour Franck Dubosc pendant longtemps aussi. Bref, c'est pas le même métier, hein. Donc peut-être je pouvais faire sur scène et encore, je suis pas sûr. Mais en tout cas, pas du tout pour le cinéma. Là, le cinéma, j'ai découvert ce que c'était que ce métier. J'ai vu comment c'était d'être le personnage dans toutes les circonstances, y compris 10 fois de suite, avec une équipe technique autour, avec un temps dehors, machin et tout, des gens, et être complètement dans son personnage comme si on était seul avec un gars. C'est une technique formidable de savoir se concentrer là-dessus. Non, il y a vraiment une dimension que j'ai découvert et j'ai depuis un énorme respect pour les acteurs. Quand je les vois, je me dis, même si tu dis rien, si t'es là, t'es dedans, il faut que tu peux pas tricher à l'écran. Tu peux pas tricher. Si t'es cadré comme je le suis là, actuellement, et que t'es pas intérieurement ton personnage, tout le monde le sent. On le sent. Les spectateurs ont ce don inné de sentir de manière animale si le personnage est là ou n'est pas là, ou s'il joue. S'il joue ou s'il est, ce vieux truc, quoi. Hein. Donc, j'aurais été bien incapable de ça. Au final, expérience géniale. L'expérience la plus complexe, tragique, excitante de ma vie, tout en même temps. Ça a été très difficile. Le tournage étant la partie la plus extrême, où il faut arriver sur le plateau et donner le sentiment à une équipe de 60 personnes, chacun ayant 10 fois plus de métier que moi, que je suis l'homme le bon choix, que je suis un réalisateur, alors que j'ai rien derrière, j'ai même pas fait un court-métrage, j'ai même pas
Je n'ai même pas fait du caméscope. Je n'ai même pas filmé mon fils au caméscope. Je n'ai jamais tenu une caméra. Ce qui n'est pas indispensable d'ailleurs. Hein. Il suffit d'avoir une idée du plan qu'on veut et une idée de ce qu'on veut raconter pour finalement faire réalisateur. Quoi. Le réalisateur, c'est un magicien. Bon ou mauvais, hein, c'est pas ça, mais c'est lui qui a juste à sa disposition tous les trucs possibles. Et chacun dans son domaine va exécuter son désir, que ce soit le cadreur, bien sûr, mais aussi les décorateurs qui font un travail formidable, les acteurs, bien sûr. Et puis tous ces petites mains, les éclairagistes, tous ces gens qui sont au service modestement d'une seule image qu'on va peut-être même pas garder au montage. Moi, je suis au centre de tout ça, moi, le réalisateur, et j'impulse quelque chose qui est minime et qui est décisif en même temps. C'est là où... Alors, attention, parce qu'il y a des acteurs qui sont beaucoup plus décisifs sur les films. Des réalisateurs qui pèsent plus sur les films, qui ont une personnalité, qui dans tous les plans vont être investis par leur pensée. Ce qui n'est pas mon cas. Et j'ai même pas envie d'être ça. Même si j'avais 10 ans de carrière, j'aurais pas envie de faire ça, mais j'aurais du respect pour ça. Jean-Pierre Jeunet, lui, il va filmer la veille tous les plans avec un caméscope, tous les plans. Il les filme tous, il les maîtrise tous. Et il va faire le jour même les plans exacts de ce qu'il a pensé. Moi, non, j'ai envie, c'est une autre catégorie de réalisateur. J'ai plutôt envie de voir ce qui se passe, ce que j'ai sous les yeux, et de faire avec le matériau humain, le matériau de la météo, du décor, de voir l'alchimie qui se produit ou pas. Et c'est d'ailleurs le rôle pour moi, du réalisateur, de créer cette alchimie, de créer cet amalgame entre les gens qui sont là pour jouer dans le cadre et ceux qui sont hors cadre. Comment on va éclairer ça avec ce qu'on va avoir sous la main. Le ciel n'est pas là, le soleil n'est pas là. On joue comment avec ça? Tout ça, ça m'intéresse beaucoup plus parce qu'on va jouer avec le moment présent et on va pas exécuter un plan pensé à l'avance. Ce qui m'a pas empêché de penser le plan à l'avance tout le temps. J'ai fait avec un storyboarder qui s'appelle Jean-Louis Tripp, qui était dessinateur aussi, un ami, tout le film entièrement découpé, ce qui ne se fait jamais. Le film était entièrement storyboardé. Ça a été un document extraordinaire pour moi. Ça m'a permis de bien posséder le film, savoir où j'allais. À l'équipe, ça m'a permis de communiquer aussi ce que j'avais en tête. Et à l'arrivée, ça n'a pas empêché qu'on fasse autre chose quand c'était possible. Donc ça m'a bien été. C'est là où mon travail de dessinateur est revenu à la charge. C'est dans le storyboard et comment il a été entièrement dessiné avant et que c'était à nouveau mon langage. Et je voyais les plans, premier plan, deuxième plan. Tout était réinterprété comme dans mon langage habituel. Donc c'est ça qui a créé le fil d'or entre la bande dessinée et le cinéma sur le plateau. Et pourquoi tu n'as pas continué après? Il n'y a pas eu d'autres propositions de films sur ton univers? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je me lance dans un truc Tu m'entends penser ou pas? J'aurais fait un succès, je redémarrais tout de suite. Riyad Satouf, il fait son premier film, Les Beaux Gosses, dessinateur de BD aussi. Dès que le film sort et qu'il est un succès, il a le César du premier film, il me disait je pouvais faire tous les films que je voulais, avec tous les acteurs que je voulais, j'avais tout à ma disposition. Son deuxième film ne marche pas, c'est terminé. Voilà. Donc c'est tout simple, c'est comme ça. Moi, j'ai continué après ce film-là à faire du scénario. J'ai pas arrêté de produire des propositions qui ont été financées d'ailleurs. Quelquefois, on a financé assez loin. Ça n'a pas été plus loin. Et là, ce film est sorti il y a 20 ans, en fait, ouais, presque. Et en 20 ans, je ne pense pas qu'il y ait une seule année où je n'ai pas fait des propositions de cinéma, où j'ai pas essayé. Au début, encore un peu comme réalisateur, puis ensuite en essayant à nouveau de revenir comme réalisateur, en contactant des acteurs qui étaient d'accord pour ça dans le projet, les projets allant assez loin jusqu'au moment où ça s'effondre, à un moment donné ou l'autre. C'est la loi de ce milieu. Je l'ai accepté dans la mesure où à chaque fois que je faisais un scénario avec lequel j'étais en accord et qui me plaisait bien de mettre en scène, je l'ai fait en bande dessinée. Donc il y a plusieurs, je peux les dire, hein, plusieurs scénarios qui étaient plusieurs BD que j'ai faites ensuite dessinées, qui étaient des scénarios de films. Ça s'appelle par exemple La Gueule du Loup chez Futuro. C'est un... Ah, mais tu ne devais pas le lire celui-là? Je l'ai lu. Ah, merci.
un bouquin où il y a plein de références au cinéma, puisque le personnage qui est élevé, qui dit qu'il est élevé par des loups, trouve des ressemblances avec des films à chaque fois dans les situations dans lesquelles Ah il oui, est. c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié ce détail, ça fait longtemps que j'ai pas lu. Tu devrais, il est très bien. Ah ouais. Ouais, je crois me souvenir que c'était une espèce de cinéphile aussi. Oui, c'est assez étonnant parce que son personnage est un peu rustre. Ouais. À chaque fois, il a la référence du film et il parle le fait de jouer au piano pour prévenir Oui. le personnage à l'étage que quelqu'un arrive, Son etc. fils est en train de jouer du piano. Ah, tu l'entends donc. Un petit peu, mais c'est Ouais. pas grave. C'est très bien parce que dans le film avec Doris Day, L'homme qui en savait trop. on entend dans la pièce d'à côté ton fils qui joue au piano, cours de piano, et dans ce film et dans cette BD, dans le film surtout, Doris Day joue au piano, que sera, parce que c'est leur chanson lien avec son fils, et son fils est au 3e étage, prisonnier par des espions, ceci, cela. Et effectivement, il se retrouve, mon personnage, dans une espèce de grande demeure où il doit jouer du piano à un moment donné pour prévenir son partenaire qu'il a été repéré. Et bon, bref, je crois que c'est ça. En fait, je ne sais pas du tout jouer de piano. Ça, c'est des scènes de cinéma, en fait. C'est ça que j'ai. Parce qu'en BD, c'est un peu plus faible, évidemment, de faire mal jouer au piano un personnage qui voudrait imiter Doris Day dans le film. Ça ne passe pas, quoi. Tandis qu'au cinéma, c'est ça qui m'a frustré dans beaucoup des adaptations que j'ai fait en bande dessinée, que beaucoup de scènes étaient prévues pour le cinéma et en bande dessinée, tu aplatis un peu le truc, quoi. Le meilleur ami de l'homme, qui était un film au départ avec un éleveur de chiens. J'avais repris l'éleveur de chiens du premier. J'avais recyclé ça. J'avais fait un film avec l'éleveur de chiens. Et il y avait une intrigue autour du football. Bon, mes passions étaient réunies. Et rien de tout ça n'a débouché. Pourtant, ça a été assez loin. Il y avait déjà un petit casting qui était fait, notamment pour le meilleur ami de l'homme, où c'était Thomas VDB qui aurait joué l'éleveur de chiens. Il adorait les chiens, ça marchait super bien. On s'était bien entendu, mais voilà, ensuite il y a eu le Covid, laisse tomber, quoi. Donc voilà, 20 ans à essayer de faire du cinéma sans succès. Et, et j'ai transféré ça en BD, donc j'ai pas de totale frustration. Ce qui est le cas des auteurs et des scénaristes qui doivent faire 7 ou 8 scénarios qui ne voient rien venir et qui ne deviennent rien, ces scénarios. Ça doit être vraiment déprimant. Pour parler des coulisses, j'ai fait passer des essais à d'autres acteurs pour le rôle principal, et notamment Romain Duris, qui n'était pas du tout connu à l'époque. Il avait juste fait peut-être avec Clapiche, et c'est tout. Il n'était pas du tout comme bien sûr il est devenu. Et je lui ai fait jouer le rôle, quoi. J'ai fait ce truc. Mais je vois bien que ou c'est sa façon de jouer, ou c'est, mais c'est comme s'il me disait le texte, quoi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'implication du tout. C'est une petite scène qu'on jouait, mais il le jouait et il ne connaissait pas très bien son texte. Donc tout ça, ça faisait, c'était pas convaincant, quoi.